Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On attaque la semaine sport chez Japan Expo parce qu'on a une très belle émission ce soir au menu. Une spéciale Japan Expo et Japan Expo Sud qui arrive très bientôt, on rappelle. C'est fin février prochain. Pendant ce temps, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme d'habitude, de follow la petite chaîne pour ne rien louper. Je vous rappelle le principe de l'émission. C'est une émission qui est centrée autour de Japan Expo, des salons de Japan Expo. Donc Japan Expo Paris, Sud, Orléans. Là, c'est Sud. C'est c'est 2 lundis par mois. Pour ça, et pour ne rien louper, n'oubliez pas également sur la chaîne YouTube, vous y allez tout de suite. Vous allez suivre la chaîne pour ne pas louper les prochaines rediffusions. On remercie également les éditions Kana qui vous font un très beau cadeau ce soir. Et on vous fera plein de cadeaux encore une fois cette semaine, comme toutes les autres semaines. Vous avez l'habitude. On a évidemment ce soir les deux créateurs de Japan Expo, les deux cofondateurs, Jean-François Dufour et Thomas Sirdet. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Salut. Vous allez bien? Eh ben ça va, nouveau décor. Voilà, Effectivement. c'est tout neuf, c'est tout vert. Effectivement. Faut qu'on s'habitue. Comme Japan Expo Sud, j'ai envie de dire, c'est vert comme Japan Expo Sud. C'est ça, on est dans un nouvel univers, c'est grand, il y a de l'espace. Avant, on pouvait presque te toucher, maintenant tu es loin. Loin de vous. Tu as ta lumière de star. Nous sommes devenus des figurants de l'émission. On espère que vous allez bien. Et les chroniqueurs de Ilias. On est les chroniqueurs. On espère que vous allez ce soir, patron. très bien et que le décor vous plaît. Voilà, dites-nous dans le chat si le décor vous plaît. En tout cas, on y a travaillé durement. Ou s'il faut changer des choses. Enfin, je dis ça. Les amis, on attaque tout de suite l'émission. On va parler des scènes de Japan Expo. On va parler du journal de bord, le bilan des 2 dernières semaines à Japan. Les questions-réponses, vous avez l'habitude, et plein d'annonces d'invités pour Japan Expo Sud. On attaque tout de suite avec le thème de l'émission. C'est parti, jingle. On est parti tout de suite avec le premier sujet du soir, c'est les scènes de Japan Expo. Vous le savez, à Japan Expo, historiquement, on y retrouve des scènes avec plein de spectacles, des concerts, des shows en tout genre. On va voir tout ça ce soir, à commencer par l'historique des scènes à Japan Expo. Aujourd'hui, à Japan Expo Paris, on est à 16 scènes à Japan Expo, mais c'était pas le cas dès le départ, j'imagine. Non, ce qui est sûr, c'est que dès le départ, on a voulu avoir des animations, des activités, puisque le but du jeu, c'était que les gens viennent pour s'amuser et qu'il y ait des choses à faire. Et donc, spectacle. Et du spectacle, notamment, les défilés de cosplay, c'est parmi les premiers spectacles qu'on a eus, mais l'idée de faire des conférences, des concerts, donc il y a toujours eu cette volonté d'avoir une scène, puis il y a eu de plus en plus de programmation, donc une 2e scène, une 3e scène, une 4e. On est monté jusqu'à 19, je crois, une année. 19 Ouais, parce qu'il y en avait un partout. Voilà. Et on veut revenir dessus parce que ça apparaît toujours acquis. Mais en fait, ça a été une longue évolution, ces histoires de scènes, et c'est énormément de choses. Et en vous racontant un petit peu comment on a fait évoluer le nombre de scènes au gré de la programmation, comment aussi on leur a donné des spécificités, on espère que vous allez mieux comprendre comment on programme le festival. Donc, on rappelle, la première Japan Expo, il y avait déjà une scène Juin 2000, oui, tout à fait. Pas la première. Le premier Japan Expo. Le premier. La première édition de Japan Expo. Voilà, la première édition de Japan Expo. Donc, il y avait une seule scène à l'époque. Une seule, ouais, il y avait une scène et une salle de jeux vidéo, une salle de projection. Du coup, il y avait une vraie scène, mais après, les salles de projection, les salles de jeux vidéo et tout ça, c'était parce qu'on n'avait pas les moyens de mettre des scènes partout, mais c'était à peu près la même chose qu'aujourd'hui, une scène. C'était les préquels. Du coup, je suis curieux, il se passait quoi sur cette scène-là à l'époque pour la première édition? Oh là, on a eu, alors on avait effectivement un défilé de cosplay par jour, un concours de cosplay par jour. Après, on avait des performances. Alors, il y avait des musiciens. À l'époque, on avait notamment ce qu'on appelait des copy bands, donc notamment des joueurs de musique français passionnés de visual kei ou autres qui étaient présents et qui faisaient des covers des plus grands titres japonais. On avait des conférences puisqu'on avait déjà des invités, donc voilà. Assez rapidement, il y a eu aussi des concours de jeux vidéo sur ces scènes-là.
Je sais plus si la première année il y en avait, mais je sais que en 2001 pour le troisième Impact, on avait déjà, parce qu'on a des photos de concours de Dance Revolution sur scène. Voilà, mais c'était l'occasion de réunir tout le monde, de pouvoir vraiment présenter des choses. Donc c'était vraiment indispensable. Et à partir du moment où on arrive au CNIT, ben là en fait on commence à se dire on a un bel amphithéâtre, mais ça serait bien qu'on ait plus d'endroits. Et donc on a un amphithéâtre, on a des salles de conférences à côté. Et puis la troisième année, donc en 2004, on avait les deux amphithéâtres. Et là, c'est carrément. Parce qu'effectivement, c'est l'année où il y a Mana aussi qui va faire une conférence pendant qu'on prépare le cosplay de l'autre côté. Voilà. Et puis après, la démultiplication des scènes, c'est surtout quand on arrive à Villepinte. Parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de place. Et puis d'un autre côté, là, on n'a pas de scène qui peut se mettre dans une petite salle. Il faut tout construire. Donc, faut tout construire. C'est tout vide. Et donc, on se retrouve rapidement à avoir... Alors, à l'époque, elles n'avaient pas des noms comme aujourd'hui, parce qu'il y avait la scène principale, la salle de conférence, la scène jeux vidéo, le live house qui est devenu Karasu, puis Karasu Tsubame, puis Tsubame. Donc, on avait vraiment de plus en plus d'espace où les artistes pouvaient se produire, se présenter. Et l'idée aussi de démultiplier cette scène-là, c'est que il y en avait certaines qui avaient besoin d'être dans un endroit plus calme, d'autres où il y avait besoin de ne pas avoir de chaises, parce que quand on fait des concerts, c'est plus pratique. Donc on a vraiment commencé à avoir des spécificités scène par scène. Et puis des spécificités techniques aussi. Parce que plus on est monté en gamme dans les concerts, plus on est monté en gamme dans les conférences, plus il a fallu avoir des choses présentes sur scène qui étaient spécifiques et qui du coup se retrouvaient à ne pouvoir être utilisées que pour tel ou tel type d'animation. Parce que c'est très pointu, on s'en rend pas compte, mais quand on visite les backstage d'un Ichigo par exemple, honnêtement c'est digne d'un cockpit d'avion. Il y a des écrans partout, des boutons, ça clignote. Tu te dis tiens, je vais appuyer là et tout va exploser. Enfin, c'est... Le petit d'avion est plus petit. C'est sûr qu'on trouve tellement de scènes à Japan Expo, elles ne sont pas toutes les mêmes tailles, elles ont chacune leur spécificité et il ne se passe pas forcément les mêmes choses à chaque fois. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus en détail sur les 16 scènes de Japan Expo, à commencer par Ichigo, vu que tu en as parlé déjà? C'est la plus grosse, vraiment. C'est la plus grande scène. C'est pas forcément la plus grosse parce qu'elles ont toutes leur place dans le festival. Il y a 4000 places assises, quelque chose comme ça. Il y a un peu plus de 4000 places assises, puisqu'en fait on rajoute des chaises au fur et à mesure que les gens achètent des Star Pass. C'était le deal de base. Donc je crois qu'on était à 4003 l'année dernière et on a après la capacité d'avoir jusqu'à 15 000 personnes dans la salle en fait. Donc assis par terre souvent ou debout. C'est pour ça qu'on a les grands carrés délimités par de la moquette derrière. Voilà. Qu'on a du coup 3 écrans sur la scène qui fait, je sais plus si elle fait pas 300 mètres carrés la scène, un truc comme ça. Oui, ah non, puis avec des 560 mètres carrés, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait plusieurs étages maintenant. Ça fait une belle maison. Donc voilà, la scène elle fait 3 fois une maison, c'est pas mal. Et du coup, c'est vraiment une scène qu'on a construit là vraiment pour tout type de spectacle. C'est-à-dire que c'est effectivement souvent le cosplay, le spectacle principal sur cette scène-là, mais on a accueilli par exemple des comédies musicales comme Dragon Quest. Et là, tout d'un coup, quand on nous dit « Bonjour, on va être 40 sur scène », il faut une scène qui soit suffisamment grande, où ils puissent passer d'un endroit à l'autre, faire leurs prestations, leurs cascades et autres. Et c'est pour ça que depuis 2019 aussi, il y a même plusieurs étages sur cette scène-là, en fait. Et qui a la particularité, effectivement, d'avoir des écrans géants qui paraissent, quand on voit les photos, pas très grands, mais c'est des écrans... C'est juste que la salle est tellement grande que le rapport de taille donne l'impression que c'est des petits écrans comme à la maison, mais non. Et la plus grande, la scène avec le plus grand écran, par contre, c'est Yuzu, parce que justement la scène Yuzu, le principe c'est qu'elle accueille toutes les avant-premières de films, de séries et autres, et qu'elle a carrément un écran de 15 mètres de large pour pouvoir faire ses avant-premières dans de bonnes conditions. C'est aussi là où on fait généralement les nocturnes plutôt de films. Donc l'année dernière on avait le Osoda Film Festival dessus pour que vous soyez vraiment dans l'ambiance. Alors évidemment c'est pas tout à fait la même chose qu'une salle de cinéma parce qu'on n'a pas la même acoustique, c'est parfois difficile de sonoriser des halls comme on a, mais on se retrouve quand même avec
Ouais, un spectacle. Voilà, on en prend plein la tronche. Hein. Voilà, on en prend plein la tronche, l'écran est vraiment grand, on l'a mis à une hauteur où on peut avoir des gens qui interviennent sur scène tout en ayant quelque chose sur l'écran, parce que ça c'était une problématique qu'on avait dans le cinéma, c'est que les écrans ils sont bas, donc ça passe pas. Et du coup, c'est pour ça quand on dit que c'est pensé, enfin, que c'est spécialisé, que c'est pensé, c'est qu'il y a eu, moi je me souviens qu'il y avait eu des discussions avec des techniciens pour savoir à quelle hauteur il fallait que l'écran y soit, parce que nous on dit on veut l'écran le plus grand possible, et puis là ils te font ah bah oui mais là vous projetez dans la tête des gens, ah mince, et puis après tu te trompes, et du coup si tu te trompes, et ben, tu vas avoir des sous-titres par exemple qui vont pas être placés comme il faut, pour que ce soit visible de toute la salle. Donc voilà, c'est des années de... On a même tenté l'idée de leur demander de mettre des surtitres. Voilà, pour voir pour qu'il n'y ait pas de problème de visibilité. Qu'on les mette en haut. C'est pas très habituel. Normalement, dans le cinéma, les sièges sont plutôt. Voilà, le cinéma, il est en pente. C'est comme un film. On est à plat. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi déplacé. Les scènes, elles ne sont pas toujours été au même endroit. Et maintenant, Yuzu se retrouve au fond du hall 4. Parce que c'est là où on a la plus importante hauteur sous plafond. Puisqu'on a 15 mètres de haut, ce qui nous permet de mettre un écran de 10 mètres de haut. Ouais, c'est juste ouf en fait. On se rend pas compte en fait parce qu'on a l'habitude de voir les scènes du festival et tout, mais tout est très très, enfin pas surdimensionné mais énorme. C'est vrai que en tant que visiteur, simple visiteur, on arrive, tout est déjà là, tout est déjà prêt, mais c'est des années, j'imagine, de travail également pour peaufiner le truc. J'imagine bien que la scène Yuzu c'était pas ce que c'est aujourd'hui. À la première, la scène Yuzu, elle a apparu quand à peu près, quelle année? Alors elle s'est appelée pendant longtemps la scène Japan Expo, et l'année où on a tout renommé. Alors pas forcément l'année où on a renommé, mais l'année où il y a eu une grande salle de projection de ce type-là, de cette effigie-là. Bah c'était pas dédié projection au départ, c'était dédié à gros événements, mais pas. Enfin, l'idée c'était la capacité là, c'était de se dire bon bah on a une salle Ichigo où il y a possibilité d'avoir 15 000 personnes, mais quand on a 4 000 dedans, t'as l'impression que la salle elle est vide. Donc on avait créé une autre salle, justement la scène Yuzu, avec une capacité plus petite pour que des événements qui attirent 4000 personnes, c'est déjà énorme, mais qu'ils n'aient pas l'impression que la salle est à moitié pleine. Donc du coup, on a ça, et la première fois où elle a été vraiment utilisée en projection, c'est en 2017, pour les 20 ans de Pokémon, dans mes souvenirs. Ouais. Il y avait l'avant-première mondiale du 20e film de Pokémon. Et donc, du coup, là, on est passé d'une scène, conférence, jeu, etc., avec un écran d'une taille correcte à oh, mon Dieu, il faut qu'on agrandisse l'écran. Et on a fait ça, et on a été confronté aux limites, effectivement, de hauteur sous plafond, etc. Et c'est pour ça que, du coup, on a, l'année d'après, migré Yuzu à l'emplacement où elle est depuis 2018 maintenant. Et c'est exactement là la manière dont ça a évolué, c'est que on s'est retrouvé avec des méga opportunités. Et si on voulait avoir cette avant-première de Pokémon, qui était juste de la folie furieuse, eh ben, il fallait qu'on se conforme en fait à des demandes. C'est-à-dire parce que nous, on leur a dit, regardez, on a ça. Et là, on nous a dit, là, il faut qu'il y ait ça. Pokémon, c'est très dur. Hein. Je sais qu'ils sont très... et on n'a pas arrêté de s'adapter, parce que quand on a fait un événement, l'événement Evangelion, là, on s'est retrouvé avec de la projo, et puis on avait l'événement sur scène, puis c'était retransmis partout dans le monde, et puis machin. Puis il y a une fille qui est venue chanter, enfin la chanteuse qui est venue chanter, évidemment. On a eu le générique chanté en live, enfin vraiment, et tout ça peu à peu a confirmé en fait tous les éléments techniques qu'on met sur telle ou telle scène. Et chaque année, en fait, on rajoute des briques, quoi. Voilà. En tout cas, c'est du boulot. Donc on a Ichigo, on a Yuzu. Et après on a Take, qui est un gros morceau, parce que là c'est justement tout ce qui va être surtout l'e-sport, le jeu vidéo et autres. Et c'est encore au niveau technique des besoins complètement différents. Là il n'y a pas besoin d'un écran de 15 mètres, mais par contre on a les PC, on a les différents écrans pour diffuser tout ce qui se passe sur scène, tout ce que les gens présentent, etc. Et automatiquement c'est pas les mêmes besoins non plus. C'est la scène. La première scène est la seule qui est streamée en permanence. On n'a pas arrêté de nous bassiner en disant il y a un nouveau train comme ça avec les trucs à streamer. Je sais pas si tu connais. Un peu. Voilà. Et du coup, il a fallu qu'on la stream, mais du coup, ça voulait dire qu'elle devait être filmée d'une certaine manière, qu'il devait y avoir des réalisateurs derrière, parce que il y a la scène, il y a ce qui se passe sur les écrans, il y a énormément de paramètres. Et l'autre challenge de cette scène, c'est qu'elle doit à la fois accueillir de l'e-sport PC, mais aussi de l'e-sport console. Et en fait, techniquement, ça n'a rien à voir.
bah, quand tu mets tout ensemble, c'est très compliqué. C'est sûr que ça commence à faire beaucoup. Après, on a du coup la scène Sakura, qui était historiquement appelée scène culturelle. Voilà. Mais la scène Sakura, elle est effectivement plutôt, puisqu'en plus elle est à côté de l'espace Wabi Sabi, là pour accueillir tous les spectacles. Elle a d'ailleurs une particularité, c'est qu'elle a un petit proscénium sur le côté inspiré des théâtres kabuki en fait. Voilà. Pour tout ce qui va être spectacle de danse, musique traditionnelle, démonstration d'arts martiaux, calligraphie, on a vraiment de tout dessus, mais plutôt le côté effectivement très, très traditionnel plus que le côté moderne. Voilà, alors même si on fait des mélanges parfois entre le moderne et le traditionnel, et ça donne des trucs assez extraordinaire. C'est une des salles qui a le meilleur taux de remplissage. C'est-à-dire que quand on prend Ichigo, il y a des moments où il y a beaucoup de monde, puis des moments où c'est plus calme, alors que Sakura, elle est vraiment toujours pleine. Au taquet. C'est la preuve que la culture japonaise, ça plaît bien au-delà du manga. C'est sûr. C'est vrai que c'est une scène, je pense, où on peut réunir petits et grands, les parents notamment. C'est vraiment la scène la plus grand public, effectivement aussi, parce que même si parfois on a eu des surprises en calligraphie et en tatouage où les demoiselles n'étaient plus tout à fait aussi vêtues que prévu. De la calligraphie avec son corps. Voilà. Tu vois ça, tu fais Elle l'a fait qu'une fois. La fois d'après, elle a fait attention parce qu'elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas voilà. Mais c'était juste génial. Et après, on a du coup lancé plein d'autres scènes plus thématiques. On a aussi choisi les noms pour éviter de se dire si on va sur Sakura, c'est forcément du traditionnel. Mais il se trouve qu'effectivement, comme les moyens techniques sont plus adaptés au spectacle traditionnel, la plupart se retrouvent là. Ça n'empêche pas que des fois on a des conférences sur Kuri, de tourisme, de fabricants de sabres et de choses comme ça. Mais voilà, c'est plus en fonction du type d'intervention qu'ils vont faire. Ok. D'où les spécialités dont on parlait tout à l'heure, qui sont des spécificités techniques. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on a nommé toutes les scènes comme cela. Parce qu'au début, quand ça s'appelait la scène jeu vidéo, quand on voulait mettre autre chose, les gens ils nous disaient mais la scène jeu vidéo, pourquoi on va aller là-dessus ? Donc voilà, il y a plein d'autres scènes encore. Il y a Kitsune, donc là c'est plutôt la partie dans le village cosplay. On a Kuri qui est dans le hall 6 où on a beaucoup de conférences. C'est vraiment une salle spécialisée conférences avec une sonorisation spécifique. Voilà. Nezumi qui est plutôt dans l'espace web avec les web tremplins, etc. pour mettre en avant tout ce qui va être influenceur et autres qu'on essaye d'aider à se développer. Et puis on a après la scène Washoku, qui est une scène qui est devenue ultra importante avec toutes les démonstrations de cuisine et autres. Qui est pareil, une scène qui est très courue sur le festival. Ouais. Et après, on a des scènes dites un peu plus activité, dans le sens où, effectivement, sur Sora, vous allez avoir énormément de quiz. Sur Sky, ça va être aussi des animations, des quiz, mais plutôt tourné vers Amazing. Et la scène Camo qui est là vraiment pour tout ce qui est danse, spectacle de danse, Just Dance et compagnie. Et c'est la meilleure scène du festival, à temps plein, celle qui a le meilleur nom. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, il y a à boire et à manger en termes de scène chez Japan Expo. Surtout sur la scène Washoku. Et surtout sur la scène Washoku, effectivement. Mais vous l'aurez compris, il y a plein de scènes différentes. Et il me semble que du coup, c'est depuis la dernière édition, il y a une scène qui est en extérieur maintenant. Ou c'était déjà qu'avant à Paris, je parle de celle de Paris. Alors à Paris, il y a eu une scène en extérieur, mais l'année dernière, elle n'était plus là, en fait. Ah, c'est sûr ? Non, on a mis une scène en extérieur pour les 20 ans. Ouais. Notamment parce qu'on avait plein de spectacles de taiko et que quand tu fais du taiko à l'intérieur des halls, en fait, ça marche pas. Personne ne s'entend. Donc on en a eu à l'intérieur des taiko, mais on en mettait en extérieur. Et après, en fait, on s'est aperçu que malheureusement, même quand il faisait beau, parfois il pouvait y avoir un peu trop de vent, donc c'était pas forcément évident. Okay. Pas que les trucs s'envolent, c'est juste que ça soulève un peu de poussière et du coup pour les artistes sur scène c'était pas foufou, donc c'est pour ça qu'on l'a pas reconduit. Il y avait du catch en extérieur, mais comme on n'a pas fait de catch en 2022, il y avait pas de catch en extérieur. Voilà. Ok, très bien. Donc 16 scènes à Japan Expo, 2 à Japan Expo.
On avait une scène Sora et une scène Ichigo. Et on en aura 3 cette année à Japan Expo Sud. Japan Expo Sud, effectivement. Bah écoute, tu sais quoi, en vrai, autant en parler maintenant, tu fais la transition parfaite. Japan Expo Sud 2023, on trouvera du coup 3 scènes qui sont la scène Ichigo, donc notre scène principale, la scène Sakura. Et la scène Kamo, puisqu'on va avoir pas mal d'activités autour de la danse sur Japan Expo Sud cette année. K-pop, K-pop. D'accord, ok. Donc voilà, 3 scènes. 3 scènes pour cette édition de Japan Expo Sud, Ichigo, Sakura et Kamo. Voilà, et quand on dit tout ça, on compte pas les espaces type Sumire qui sont les espaces de dédicace et tout ça. Ça, on en reparlera après. Quand on a construit l'émission, souviens-toi, on s'est dit que comme on avait parlé déjà de beaucoup de choses avec les scènes, on allait refaire une émission où là, on parlera spécifiquement des espaces du festival, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ces espaces. Effectivement, pour revenir quand même sur les scènes, je voudrais qu'on parle un petit peu plus du déroulement sur place pour les spectacles qui se font sur les scènes. Tout simplement, comment se déroule une prestation sur scène à Japan Expo, en amont et pendant. Il y a de la régie derrière, il y a des équipes techniques. Avant ça, si tu vas en amont... déjà, on commence les installations, du coup on ouvre le jeudi et les installations commencent soit le jeudi d'avant, soit le dimanche. Au plus tard, on commence le dimanche pour commencer à tout installer, les scènes, les lumières, les écrans, le son. Il faut imaginer que les halls, ils sont vides. Il y a rien. Vide. Donc, il faut tout construire. Et ensuite, pour certains, il y a donc des répétitions. Les répétitions vont se faire soit directement sur la scène quand on a la possibilité, comme par exemple sur Ichigo, de ne pas laisser le public accéder parce que des répétitions avec le public dans la salle, on l'a fait mais c'est moins pratique. Ça rend moins bien quoi. Voilà. Les artistes sont pas à l'aise parce qu'ils osent pas trop. C'est le moment où ils s'essaient, ils demandent plus de lumière, moins de lumière, plus de son, moins de son. C'est ça. Puis évidemment, c'est pas très passionnant parce que quand on a l'ingénieur son qui fait one two pendant une demi-heure, et qu'en plus dès qu'il y a du bruit dans la salle, il recommence parce que ça l'a gêné. Voilà, on a ça. Après, si c'est pas le cas, s'il n'y a pas possibilité, on fait passer généralement les gens dans une salle un petit peu plus secrète qui s'appelle la Red Room, où en fait on a des gens de l'équipe qui vont vérifier. Vous allez diffuser de la musique, ok, voyons voir si la musique elle passe bien. Vous allez passer un PowerPoint, ok, voyons voir comment ça se passe. Et on vérifie que tous les éléments qu'ils ont prévus pour leur prestation sont conformes. Et en fait, ils ont un genre de réplique artificielle de toute la régie. Donc il y a un ordinateur qui est configuré comme les ordinateurs de régie, il y a tout ce qu'il faut. Comme ça, si ça marche là, a priori, ça marche sur toutes les scènes. C'est ça. Et pour des spectacles comme l'European Cosplay Gathering, la finale de l'ECG, il faut quand même voir que le spectacle dure 1h30, mais il y a 4 heures de répétition. 4 heures de répétition où chaque groupe va venir, va faire son placement, va voir les lumières avec les techniciens, vérifier sa vidéo, etc., s'entraîner, parfois louper la marche et se blesser pour ne pas participer. Mais voilà, 4 heures de mise en place pour 1h30 de spectacle. C'est ça, il faut voir, donc on a une amplitude horaire de festival de 8 heures. On est ouvert 5-6 heures sur la journée en général. Mais en vrai, la vie de la scène, il commence très très tôt le matin et finit très très tard le soir. D'accord, ok. D'autres choses à rajouter peut-être sur la préparation vraiment le jour J. Est-ce qu'il y a des répétitions aussi le jour J? Ça peut arriver sur certaines scènes Sur les grandes scènes comme Ichigo, sur les 4 heures de répétition de l'ECG, il y en a 2 qui ont lieu le jour même, par exemple. Ah oui, d'accord. Il y en a 2 avant et voilà. On a refermé pour pouvoir à nouveau faire des répétitions, puis on a réouvert. Et parfois, on fait des répétitions. L'ouverture au public, elle est à 9h30 cette année, donc il y aura certainement des répétitions avant. Donc ils viennent sur scène, ils testent. Parfois, on est amené à fermer les salles pour faire les répétitions. Mais quand on est avec une scène comme Kuri ou Sakura en plein milieu, on peut pas. Donc là, les répétitions vont avoir lieu la veille au soir, souvent. Et un peu le matin, mais surtout la veille au soir, parce que c'est mieux si jamais il y a des choses à corriger, on a un peu de temps. Pour traduire, on a la nuit pour modifier. Ouais, ça. Donc pas beaucoup de temps, finalement. Mais aussi pendant les spectacles, pendant les shows,
Est-ce qu'on peut parler un petit peu du travail sur le son, sur la lumière, sur les équipes techniques qui sont derrière? Généralement, les intervenants sont accueillis par nos équipes. On va leur proposer, ça dépend des scènes et de leur intervention, mais ils vont avoir des loges qui les attendent. Ils vont pouvoir aller voir les techniciens parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire la conférence, le spectacle en cours, et puis il y a d'autres techniciens qui sont là pour accueillir le prochain événement. Et du coup, justement, on va travailler avec eux sur l'événement qui vient pour que dès qu'un événement est fini, on puisse rapidement changer ce qui se passe sur scène et accueillir l'événement d'après. Généralement, on a des pauses de 15 minutes entre chaque événement pour enchaîner, quoi. Les mecs, ils se sont préparés, ils ont programmé une partie des effets de lumière, ils ont programmé une partie des effets, tout ce qui est nécessaire au niveau sonore. On a des équipes de son, on a des équipes de vidéo, on a des équipes de lumière. Il y a tous les gens qui s'occupent effectivement des artistes, puis il y a aussi tous les gens qui s'occupent du public de l'autre côté de la... Ça commence à faire beaucoup de monde, sur une scène comme Ichigo, je sais plus s'ils sont pas 20 techniciens, forcément. 20 techniciens. Ils sont du coup là toute la journée pour... Ouais, alors c'est sur des amplitudes assez vastes, parce que généralement ils commencent à 7h et on finit répète à 23h, donc en fait il y a même plusieurs équipes qui roulent, de la rotation, qui sont là pour assurer le spectacle en permanence, quoi. D'accord, ok. Et une fois que tous les spectacles sont terminés à la fin de Japan Expo le dimanche, j'imagine qu'il faut tout remballer. Ça prend combien de temps? Thomas, je sais que t'aimes bien dire que ça prend du temps à monter et ça prend très vite à démonter. C'est pareil pour les scènes C'est pareil pour les scènes. Ils sont hyper organisés. On ferme les scènes à 17h. Sur des scènes comme Ichigo, on peut tout de suite démonter puisqu'il n'y a que ça dans le hall. Et généralement, la scène Ichigo, dans mes souvenirs la dernière fois, elle devait être finie vers 3h du matin en fait. Donc il faut très court, il faut une dizaine d'heures pour la démonter alors qu'il a fallu 48 heures pour la monter, quoi. Et quand je dis 48 heures, c'est pas 2 jours, c'est 48 heures. D'accord, ok. C'est vrai que c'est gigantesque en vrai. C'est Ichigo, quand on y retournera du coup la prochaine édition, je pense qu'on regardera ça sous un autre angle. Si vous avez écouté un petit peu ce qu'on a dit, vous direz ah oui, là c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens derrière. C'est vrai qu'on remercie aussi les gens qui travaillent derrière. C'est pas facile et c'est beaucoup de minutie, quoi. Faut être parfait au moment T, sinon si ça capote, c'est un peu compliqué. Et la particularité aussi par rapport à tout ce qui est répétition et autres, c'est qu'on se rend pas compte, mais quand il y a un spectacle, comme par exemple vous allez à Porte-Maillot, au Palais des Congrès voir un spectacle, ils vont répéter pendant des mois parfois pour être calés. Et là en fait, ce qui est impressionnant, c'est que parce qu'on parlait de 4 heures de cosplay, ça a l'air beaucoup, mais en fait, ça pourrait être beaucoup plus long en fait. Mais on arrive à caler des spectacles d'une qualité quasi pro, en ayant très peu de temps pour se déployer, pour s'installer, pour on répéter. a des techniciens qui sont spécialisés en fait dans les interventions événementielles comme ça. Donc du coup, ils ont énormément de réflexes et ils accompagnent très bien les artistes. Les artistes ont aussi souvent l'habitude. Les cosplayers, ceux des grands spectacles, si, parce qu'ils sont souvent sur scène, mais les autres moins. Et du coup, d'avoir ces professionnels qui sont là et qui vont rythmer un peu tout ça, ça marche bien. Et puis sans compter toutes les équipes de coordination, parce qu'on parle évidemment des techniciens, mais en fait c'est l'ensemble, c'est une belle machine et c'est des choses qui sont très bien huilées, quoi. On passe d'un truc à l'autre. Et la magie s'opère pendant quelques jours. À Japan Expo, on rappelle 3 scènes pour Japan Expo Sud qui aura lieu du coup du 24 au 26 février prochain. Donc on a hâte de découvrir ces scènes-là et tous les spectacles à venir sur ces mêmes scènes. Je pense qu'on a... Et c'est du up par rapport à l'année dernière. Ah oui, parce que du coup, il n'y avait pas la scène Camo en 2022, donc c'est la petite nouvelle. Elle jamais à Sud. On a eu du Sora, on a eu des choses comme ça. Mais les Camos, ça va être la première, parce qu'on a envie de faire un peu plus de danse. Sakura, elle change de place, donc on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle upgrade pas mal. Et sur Ichigo, on a fait des tests, notamment aussi à Centre de nouvelles configurations, ce qui va nous permettre de proposer une scène Ichigo encore mieux cette année sur Sud. Eh bien, on a hâte de découvrir ça. On rappelle du 24 au 26 février prochain à Marseille. On peut conclure du coup sur le thème de l'émission qui était les scènes de Japan Expo. Il y avait de quoi dire et franchement c'était super intéressant. On va continuer tout de suite avec le journal de bord. C'est le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. C'est parti, jingle.
l'attendiez. Le pré-plan de Japan Expo Sud est prêt. On vous le montre pour la première fois du coup ce soir, ici même dans En route pour Japan Expo. Messieurs, qu'est-ce qu'on a à dire un petit peu sur tout ça? C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est Jean-François a fait attendu. une transition parfaite puisqu'il parlait des nouveaux mouvements. C'est ça. En fait, la grosse différence par rapport à 2022, ça va être le déplacement de la scène Sakura qui va se retrouver dans le hall 3, mais plus vers la sortie pour avoir un petit peu plus de place et parce que là où elle était jusqu'à présent, elle était juste à côté des arts martiaux, etc. Et donc, la constatation qu'on a faite, c'est que quand il y avait des démonstrations d'arts martiaux un peu bruyantes, la conférence, c'était pas évident de suivre. Et quand il y avait des conférences ou des karaokés, c'était difficile de faire de la démonstration d'arts martiaux. Donc, on les a plus espacés. Et puis, autre grosse nouveauté, si on voit dans le hall 2, en fait, l'année dernière, on avait 2 expositions, la scène Ichigo, les salles Sumire. Là, on va avoir 4 expos. Voilà. On va avoir des espaces de restauration. On peut peut-être essayer de vous montrer. Si on zoome sur le hall 2 avec la salle Ichigo, là, tout à fait, ce zoom-là que j'ai. On avait une belle image, en fait. Et donc, du coup, sur cette scène Ichigo, on a upgradé, comme je disais, tout ce qui va être matériel audio-vidéo pour pouvoir notamment accueillir plus de concerts parce que il y a plus de concerts en 2023 qu'en 2022. Les Japonais sont de retour, donc on va avoir un concert d'Ailu Grace dont on a déjà parlé et d'autres invités dont on ne peut pas encore parler puisque c'est dans les annonces. Je n'ai pas le droit de le dire. Attends un peu. C'est ça. Attendez un peu aussi. Et donc les espaces de restauration, je pense qu'on aura le temps de revenir un peu plus dessus tout à l'heure, mais cette année il y en aura encore plus avec plus de choix, plus de nourriture asiatique, et donc du coup on en a mis aussi en intérieur dans le hall 2 pour pouvoir accueillir plus de points de restauration. 4 expos. Et les 4 expos, ouais. Donc ça va être bien plein, et c'est en fait c'est plein depuis 2 semaines d'ailleurs. Tu fais la transition parfaite aussi avec un des points qui vient un petit peu plus tard, mais c'est que niveau exposant, c'est complet. Autant en parler maintenant aussi. Autant en parler maintenant, c'est complet. Japan Expo Sud, c'est complet. À moins qu'il y en ait certains qui se désistent, là c'est voilà. Ce que vous pouvez espérer en ce moment, si jamais vous vouliez venir en tant qu'exposant, c'est être sur la liste d'attente. Effectivement. Donc voilà, vous avez pu voir le pré-plan de Japan Expo Sud. On va continuer avec l'affichage orientation. C'est quelque chose d'important pour. C'est pas facile toujours de trouver comment indiquer aux gens, comment faire pour que les gens voient bien, etc. Ouais. Donc on retravaille là actuellement à la fois sur Japan Expo Sud et sur Japan Expo Paris la façon dont on donne les informations pour essayer de trouver un moyen encore plus efficace de guider les gens dans le festival, parce que là on parlait de Japan Expo Sud, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais alors à Paris, je sais que notamment les novices sont très vite perdus, et les anciens n'aiment pas quand on bouge les choses, mais on bouge des choses forcément, parce que chaque année on essaye d'adapter, d'améliorer, quoi. On bouge tout le temps. Tant mieux, faut pas rester figé dans le marbre. Voilà, on essaie de se remettre en cause et d'améliorer ce qui améliore. Et c'est pour le mieux généralement, donc allons-y. On continue avec les nouveaux gilets pour le staff de Japan Expo. Yeah. On les aura pas à Sud, malheureusement. Parce que les délais de fabrication, c'est un peu comme dans l'imprimerie papier, c'est très très long. Donc du coup, on va faire des nouveaux gilets staff avec le nouveau logo, mais ça sera pour cet été. Donc les Marseillais nous retrouveront dans notre ancien gilet. Dès qu'on les a, on vous les montre. En tout cas, d'accord. Thomas qui porte jamais de gilet. Si, tu portes des fois le gilet, c'est pratique. Si, je le vois, le gilet. Avec le gilet. Mais non, noir, le sien. Sinon, je me fais arrêter tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, on a hâte de découvrir ces nouveaux gilets. Et surtout, c'est peut-être la dernière fois que vous allez voir les gilets avec ce logo-là à Japan Expo Sud. Donc, c'est ça. C'est une édition collector. Voilà, on peut dire ça comme ça. En parlant de collector, les billets zen ont généralement des produits exclusifs quand ils arrivent à Japan Expo. Là, il n'y en a plus beaucoup des zen sur Sud, donc on voulait montrer aussi les cadeaux que vont avoir les billets zen de Sud. Donc, on est parti sur une petite collection de mugs parce qu'on avait des bracelets, on avait
tout un tas de badges, etc. Mais là, cet été, on a fait un joli mug, ça a bien plu. Donc, on continue. Il va y avoir différents... un mug par édition, grosso modo, pendant quelques temps, parce que c'est des choses qui plaisent bien. Et donc là, on voit avec la fiche Enquête et mystère d'Aurore le nouveau design. Il va y avoir effectivement aussi tous les badges. Le tour de cou spécial Japan Expo Sud. Parce que cette fois-ci encore, on fait un truc personnalisé. Personnalisé. Voilà. Il y aura un ex-libris de la fiche aussi. Et d'ailleurs, petite question, si dans le chat vous avez un avis, sur la fiche, on se posait la question, c'est que le format d'Aurore n'est pas homothétique au A4. Et il est plus large parce qu'on en a besoin pour les affiches métro. Donc là, on se demandait si on faisait un format qui rentrait dans les classeurs A4 un peu standard, ou voire A3, parfois on faisait des trucs plus grands, ou si on faisait le format pour montrer tout le dessin d'Aurore, donc qui ressemblerait plus à un shikishi japonais un peu plus carré en fait. Un peu plus large, un peu plus carré. Et en ce moment, c'est la grande question. On m'a monté plusieurs designs et je suis censé trancher là dans la semaine. Donc, si vous avez un avis, si vous préférez les formats A4 qui vont être faciles à mettre en place, des formats A3 pour machin, ou alors le côté un peu plus shikishi, n'hésitez pas à nous le dire. Eh ben, écoutez, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez et peut-être que ça pèsera dans la balance, dans le choix qui sera fait. On continue avec la consigne qui sera disponible du coup pour les gros bagages. Oui, parce que l'année dernière, on avait décidé de ne pas mettre de consigne. Il y avait encore toutes les problématiques de Covid et compagnie, donc c'était compliqué de mettre en place une consigne. Au dernier moment, on l'avait fait pour dépanner tous nos amis cosplayers ou les gens qui avaient beaucoup de bagages et autres. C'est ça. Donc là, on l'annonce tout de suite, il y aura une consigne. Elle va être plutôt orientée pour les gens qui ont pour les bagages. Des bagages, parce qu'on gérait tous les manteaux, etc. C'est assez compliqué. Donc du coup, voilà, on a une consigne qui sera bien présente pour les gens qui sont un peu encombrés. Pour les valises, pour les gros objets. Quoi. Bonne nouvelle du coup pour toutes et tous. On parlait souvent dans l'émission de la campagne de recrutement chez Japan Expo. C'est toujours le cas. Hein. Vous cherchez toujours des gens pour bosser, notamment des saisonniers. Pour Japan Expo Sud. Voilà, alors la dernière fois, je crois qu'il y a 15 jours, on disait il y a une vingtaine de places. Là, il reste une dizaine de places. Donc, si vous avez envie de passer quelques jours avec nous, c'est une aventure humaine qui est forte. Il y a plein de choses à faire, on ne s'ennuie pas. Il faut aller postuler sur le site de recrutement. Et c'est facile. Et puis après, on s'amuse bien. Les gens qui viennent, en général, reviennent. Donc, oui, là on parle de 10 ou 20 personnes, mais il faut savoir qu'on sera à 85, 90. Donc il y a principalement des internes et des anciens. Mais s'il y a des petits nouveaux qui veulent nous rejoindre et découvrir l'envers du décor, se faire un petit peu de sous, etc., c'est l'occasion. Et foncez, c'est sur le site. Vous l'avez même dans le chat pour ceux qui nous suivent en live. Donc allez-y, foncez. On continue avec l'expo Balade au Japon, qui est finalisé et qui est parti chez l'imprimeur. Alors du coup, c'est une exposition qui parle de plusieurs villes au Japon, qu'on a présenté cet été à Paris. Au vu de son succès, on s'est dit tiens, on va l'emmener à Orléans pour voir. Et les gens à Orléans étaient super contents. Donc on se dit les Marseillais devraient pas... C'est un moyen de vraiment se promener dans le Japon, donc de découvrir des villes qu'on n'imagine pas forcément. Hein. C'est de sortir un peu de Tokyo. Et il y a 37 panneaux C'est ça, 37 panneaux. L'expo va faire 36 mètres carrés. Donc c'est une belle petite expo. Pour ceux qui étaient à Marseille l'année dernière, c'est la même taille que celle qu'il y avait sur Terasawa ou sur Dynamic Heroes au final. Avec donner envie. Avec des beaux faux photos pour se faire prendre en photo et faire croire à vos amis qu'on a été au Japon. Il y a des faux photos là, c'est tellement beau que si tu prends bien ta photo, tu la cadres bien, honnêtement, on a l'impression que tu y es. Franchement, écoutez, vous pourrez la retrouver à Japan Expo Sud pour cette édition. Et à Japan Expo Sud, vous trouverez aussi, non pas un concours cosplay, mais 2 concours cosplay, samedi, dimanche. Un par jour, évidemment. Ça, c'est à la base. Non, il y a un vendredi aussi.
Donc 2 concours. Il y a le World Cosplay Summit le samedi. Voilà. Donc Et les ça, sélections françaises pour le World Cosplay Summit qui est organisé par une société japonaise. Et voilà. Et on va à Nagoya. Il faut quand même savoir que l'année dernière, le World Cosplay Summit de Nagoya a été gagné par une équipe française qu'on avait donc sélectionnée en 2020 et donc a patienté 2 ans pour pouvoir aller défendre son titre. Mais on est actuellement champion du monde de cosplay. On a loupé le foot à pas grand chose, mais le cosplay. On a au moins le Comment on a ça. Et le dimanche, du coup, ce sera le cosplay show à 13h15. Yes. C'est ça. Donc concours général de cosplay ouvert à tous. Faut pas hésiter à vous lancer. Super. On continue avec les jeux du point animation. Et encore une fois, on pourra trouver pas mal de choses, dont 3 jeux proposés dans ce coin-là. Il y a des jeux un peu partout dans tous les stands associatifs avec qui on travaille, tous les espaces de programmation, on propose des animations et autres. Mais là, on a 3 spécifiques où vous pouvez gagner, notamment les fameux gènes, donc la monnaie fictive de Japan Expo, ce qui vous permet après d'échanger ces gènes contre des cadeaux. Et comme ça vous permet de choisir ce que vous voulez. Alors, je voudrais un manga, je voudrais un Blu-ray, je voudrais une statuette. Voilà, il y a plein de choses à gagner. Et les 3 jeux, alors je vais en faire un... qui me plaît particulièrement, c'est la chasse au Chibidino, puisque on va cacher un peu partout sur le festival notre mascotte préférée, notre Chibidino à nous. Et du coup, le but du jeu, ça sera de les retrouver. Et pour résoudre en fait une espèce de chasse au trésor, en fait, il faudra les photographier, les ramener au point animation pour pouvoir gagner des gènes. D'accord. Okay. Et on pense aussi aux enfants, puisqu'il y a un jeu qui est réservé aux enfants de 8 ans et moins, qui est la formule pour réveiller des magiciens paresseux. Voilà. Un petit clin d'œil aussi à nos amis de Harry Potter. Ça, de Poudlard, pardon, j'ai pas dit ça. J'ai rien dit. Poudlard. Donc là, c'est pareil, on doit chercher différentes lettres qui sont cachées sur les stands du festival pour arriver à reconstituer la formule magique. Et du coup, ceux qui trouvent la formule viennent au point animation et gagnent des gènes. D'accord, ok. Et le dernier, où est le Takara? Donc Takara, c'est trésor en japonais. Voilà. Donc c'est une chasse au trésor où voilà, on passe d'un endroit à l'autre en résolvant des énigmes avec le célèbre sorcier Chibidino, notre dino préféré. Il est partout maintenant. Il est quelque part dans le décor. Cherchez-le dans le décor et il est plusieurs fois même le Chibidino. Donc vous pourrez aussi le retrouver à Japan Expo Sud. Pour des jeux Japan Expo Sud, on rappelle, c'est complet niveau exposant. Du coup, c'est 102 stands professionnels qu'on trouvera sur place dans le salon, dont 17 restaurateurs. Là, il y a de quoi faire en termes de restauration. Curry, onigiri, ramen, takoyaki, mochi, dorayaki, burger, hot dog, des bubble waffles. La geekitude absolue avec un bar moléculaire. Et alors ça, on n'a pas encore bien compris tout ce qui retournait derrière ce bar moléculaire, mais ce sont des boissons qui fument, voilà, pour des effets spéciaux. Moi, personnellement, j'ai trop envie d'aller voir. Donc ça nous fait quand même, je crois, 5 restaurateurs de plus que l'année dernière. Yes. Parce que l'année dernière, il y avait des files d'attente un peu copieuses, donc on prend les mesures pour éviter que les gens patientent trop longtemps. Ça, on aura l'ambiance yataï à l'extérieur comme on avait l'année dernière, c'était super sympa. Il y aura aussi des stands en intérieur pour ceux qui veulent. Okay. Donc il y a de quoi manger et surtout il y a une grande diversité parce qu'on a aussi des sushis. On a essayé de représenter dignement toute la nourriture japonaise. Alors option street food quand même, on est là pour s'amuser et aller. Ah bon? Voilà. Il n'y a pas un kaiseki du coup? Faudrait qu'on réfléchisse. Non, ça va être compliqué. Et à côté de ça, on a aussi les stands de loisirs. Donc cette année, il y en a 118. Il y a plus que des stands professionnels. Voilà. Donc 70 amateurs et 48 passions. Ce qui nous fait quand même un total à plus de 200 stands, alors qu'année dernière, on était à 170, je crois. Donc là, on finit à 118 plus 105, ça fait 220. Plus tous les stands de programmation et autres, voilà, donc ça fait beaucoup de monde. Plus de 250. Et la liste elle est disponible depuis un peu plus d'une semaine maintenant sur le site, et là elle est mise à jour régulièrement. Alors comme on a fini
Les dernières mises à jour qui vont intervenir dans la semaine ou pire ce week-end seront vraisemblablement là pour amener les listes définitives. Par contre, petit message aux éventuels stands qui nous regardent. On rappelle que vous pouvez, depuis votre compte, remplir vous-même votre page exposant. Donc, si vous voulez des informations sur ce que vous allez faire sur votre stand, sur ce que vous allez proposer comme produit ou autre. Si vous voulez un joli logo sur la liste exposant. C'est ça, remplissez votre page. Voilà, vous savez quoi faire si vous êtes exposant. N'hésitez pas à y aller. Du coup, on se donne rendez-vous. Et c'est très simple. Ah, on va se donner rendez-vous avant, mais oui, j'espère bien qu'il y aura plein de monde le 24, du 24 au 26 à Marseille. Mais on devrait se recroiser vite fait sur Twitch entre temps quand même. Hein. Effectivement, donc n'oubliez pas de follow la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien louper pour les prochaines émissions. On va continuer avec une partie qui, je sais, vous plaît beaucoup, c'est les questions-réponses. C'est parti, jingle. Les questions-réponses, c'est le moment où vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Et Jean-François et Thomas se feront un plaisir d'y répondre, comme d'habitude. Du coup, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Japan Expo Sud, ça arrive très bientôt. Donc, si vous voulez poser des questions sur Japan Expo Sud notamment, c'est le moment, j'ai envie de dire, ou jamais. En fait, si, parce qu'il y a encore au moins une émission avant le jour J. Première question. C'est ZBGame 8 qui demande j'ai pas compris, la consigne favorise les gros bagages, ok, mais les manteaux seront quand même pris ou pas? Les manteaux seront pris, mais au prix d'un gros bagage. En fait, ça va être tarif unique. Okay. Parce qu'effectivement, ça nécessite une logistique qui est du personnel et il y a du boulot une heure le matin, une heure le soir, grosso modo, caricaturant. Donc, c'est vraiment un service en plus et ça nécessite pas mal de place pour tout stocker, etc. Donc, on va le faire, on acceptera les manteaux, mais on vous conseille d'avoir un peu plus qu'un manteau à mettre parce que sinon, ça peut vous paraître un peu cher. Voilà. Ok. Adrien Otias qui demande comment va toute l'équipe. C'est vrai que c'est des questions qu'on pose pas assez, je trouve. Comment va toute l'équipe? Elle va bien. Toute l'équipe va bien et en plus elle grandit. Et elle grandit. Voilà, donc on a vu la dernière mission, on a accueilli Émilie et Stina et on a bientôt des nouveaux qui vont nous rejoindre la semaine prochaine. Donc c'est bien, on retrouve nos marques. Impatience. Voilà. Ben voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi c'est Bandai Tsumi qui demande pourquoi il n'y a plus de défilé ou stand en rapport avec la mode Harajuku. Je me souviens qu'à des anciennes éditions de Paris, il y en avait, c'est dommage. Bon, en fait, c'était un travail qu'on faisait avec des marques japonaises qui se déplaçaient pour présenter, etc. Et actuellement, alors en plus avec la pandémie, c'est encore pire, mais ces marques-là ne souhaitent pas forcément aller à l'international. Et elles se sont aussi peut-être un petit peu plus popularisées, régularisées. Et donc, du coup, on les trouve dans des circuits plus traditionnels. Elles vivent leur propre vie. C'est aussi, il faut voir, pour ces marques-là, organiser un défilé de mode dans Japan Expo, c'est un gros challenge. On en a parlé tout à l'heure avec les scènes, mais les défilés de mode, ils ont des habitudes d'amplitude, de répétition, d'enchaînement, parce que ça va très très vite un défilé de mode en fait. Et ça va très très vite un défilé de mode, et du coup, on est obligé de répéter beaucoup, et c'est pas forcément toujours compatible avec le festival. Donc, les marques mettaient vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour faire et c'est vrai qu'on avait des défilés qui étaient magnifiques, hein, faut le dire. Mais du coup, maintenant qu'ils se retrouvent dans leur circuit mode plus standard, on pense que ils sont plus à l'aise, quoi. Maintenant, nous, comme on l'a expliqué aussi tout à l'heure, hein, si on est à l'écoute et si à un moment donné quelqu'un veut refaire un défilé de mode à Japan Expo, on est là. En 2019, la dernière édition à Paris, on a eu des défilés de mode mais plus traditionnels où on avait un styliste mais qui s'inspirait de kimono, etc. Donc c'était du moderne mais inspiré de l'ancien en fait. Mais la mode Harajuku, effectivement, que ce soit La Forêt ou que ce soit comment ça s'appelait les gens avec qui on a travaillé avant, j'en ai oublié le nom parce que c'était quand même en 2007. Tokyo Style Collection, tout à fait. Effectivement, eux, ils sont moins dans l'idée de s'internationaliser. Et après, quand on voit qu'il y a des produits japonais ou à licence japonaise, même chez Celio, etc. Bon, clairement, la mode, elle s'est aussi, j'allais dire vulgarisée.
Ouais, mais si, d'une C'est certaine ça. manière, c'est devenu beaucoup plus accessible. quoi. Voilà, c'est devenu plus accessible, donc ils ne voient pas forcément les raisons d'investir dans la promotion au travers des défilés comme ils faisaient chez nous, quoi. D'accord, ok. On a aussi fait des super défilés de mode de kimono traditionnels. Oui, aussi. Mais vrai kimono, là, pas inspiré. D'accord, ok. On a le zombie dans le chat qui demande Tsukasa Ojo est-il prévu pour Japan Expo Il est 2023? prévu et confirmé. Ah oui, c'est même plus que prévu. On l'a hein. annoncé il y a la semaine d'avant, je sais plus. Un truc, donc oui, effectivement. Oui, il est confirmé de confirmer. On l'a rencontré, on a fait un interview avec lui en décembre qui va servir pour l'exposition, puisqu'il y aura une belle exposition autour de ses œuvres, de son travail, des adaptations animées de ses œuvres aussi. On devrait avoir aussi quelques petits goodies sympas à montrer et autres. Quelques reproductions de planches, vraisemblablement, parce que sortir des planches originales du Japon, c'est très compliqué, mais on va pouvoir vous proposer des belles reproductions. Voilà, en haute résolution. Donc là, on travaille bien activement avec eux sur tout ça, Monsieur Ojo Très motivé. est très motivé, ouais, parce que ça... Et nous aussi. Et Ça bon, tombe bien, on est pressé de le rencontrer. Puis en plus, il a l'actualité, parce qu'avec la nouvelle adaptation de City Hunter en animé, plus d'autres choses qu'il a fait, parce qu'il faut quand même savoir que Drama. c'est quelqu'un qui rêve d'être réalisateur. Donc il a réalisé un film en 2020, et j'espère qu'on aura la possibilité de montrer un petit bout, le bout en entier, mais qui est un film muet en fait, puisque il a lancé un concours qui s'appelle le Silent Moga Audition, où en fait c'est un concours international où il ne doit pas y avoir de texte en fait, et donc il juge juste sur la capacité des gens à raconter une histoire sans texte. sans texte. Et donc il a fait un peu la même chose, mais avec un film. D'accord. Non, super intéressant. Bah écoutez, peut-être qu'on aura la chance de découvrir ça au Japan Expo. En tout cas, tu sais, c'est une volonté de ta part, ce que je comprends bien, de potentiellement voir des petits bouts de ce film ou. Bah ça va pas dépendre de nous là, c'est programme. quelque chose C'est une volonté en tout cas. qu'on a souhaité. Maintenant, est-ce qu'ils seront satisfaits? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'ils veulent le montrer ou est-ce qu'ils attendent une autre occasion? Le City Hunter au Japon, les nouveaux là. De nouveau, il risque de sortir plutôt fin d'année. Du coup, on aura certainement plein de choses à voir, des nouvelles choses sur cet animé-là. Ça m'étonnerait qu'on ait l'animé en intégral, mais par contre, on devrait avoir pas mal de matos. Surtout qu'il a l'air relativement impliqué dedans, parce que quand on a été voir Sunrise, le studio, ils en savaient moins que Ojo, l'auteur. Donc c'est rare. Mais là, il est bien impliqué, donc je pense que ça va être un truc super sympa. Surtout que ça s'appelle quand même The Final Chapters Begins. Il y avait Alors, peur, il y a le final maintenant. Voilà, The Final Chapter Begins. J'avoue, là, il m'a dit, vous verrez. Bon, d'accord, très bien, bon, on verra. Mais pourquoi c'est le dernier chapitre final commence. Donc voilà, ok. Il va faire une série. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, il a l'air attaché à cette adaptation-là. Question suivante. C'est Blue Pixie qui demande, c'est bien, c'est une question par rapport au thème de l'émission. Quelles sont vos scènes favorites, personnellement, à titre personnel? Ce serait lequel pour vous? Plus Ichigo, plus Take, plus Sora, plus... C'est un peu tous mes bébés. On peut pas choisir entre vos enfants. Enfin, vous vous rendez pas compte. Mais celles sur lesquelles on a le plus travaillé pour les peaufiner derrière moi, c'est Ichigo avec l'apparition des étages, etc. Washoku parce que ça s'est beaucoup développé. Take. Yuzu, il y a quelques années, c'était un peu vraiment le truc sur lequel on se concentrait, mais maintenant elle a atteint son rythme de croisière, on va dire. Mais enfin, c'est difficile de choisir. Puis il y a Sakura, parce que sur Sakura, il se passe des choses très très précieuses. Parfois. On s'en rend pas toujours compte parce qu'on n'est pas capable d'évaluer ce qui est en train de se passer, le niveau des artistes et tout. Mais croyez-nous, il se passe des trucs très très précieux sur Sakura. Et du coup, on a. Moi, il y a une scène qu'on a fait disparaître parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle soit là. Et que j'aimerais voir réapparaître parce que ça voudrait dire que nos amis les Yulukara seront de retour. Mais la scène Azuki, qui était une scène où se produisaient les mascottes régionales, c'était une petite scène toute simple, mais avec des moments super sympas parce que les mascottes régionales, c'est quand même un truc extraordinaire qu'on avait la chance d'avoir à Japan Expo. Donc j'espère qu'on va les revoir. Et qu'on pourra refaire une scène Azuki, ça sera bon signe. Très bien.
On a Sony Darko qui demande: vous pensez faire des goodies en rapport avec la mascotte de Japan Expo? Donc, une vidéo. Alors, on en fait plein hein, quand même, parce que là, il y a une statue, on a des pluches. Alors, les pluches, on est sold out. On est en train de regarder justement pour en refaire. On devrait peut-être avoir un porte-clés cette année, mais je ne veux pas trop m'avancer, parce que voilà. Mais on présentera au fur et à mesure, donc oui, bien sûr que c'est prévu. Et puis surtout, vous pouvez rencontrer Chibi en chair et en peluche, Et en plus, sur le festival et vous prend en photo avec. Effectivement. Dany qui demande: est-ce qu'il reste des invités à annoncer? Oui, et ce soir il y en aura encore, donc reste bien jusqu'à la fin, c'est important. sur tous les festivals, il y a encore plein de gens. Voilà. Effectivement. Brigitte Lecordier sera-t-elle là le vendredi à Japan Expo Sud? Non, là que le vendredi. Non, elle n'est pas là que le vendredi, elle sera là tout le temps. C'est juste que pour l'instant, dans les événements qui ont été annoncés, je pense qu'il n'y a que les événements du vendredi. Mais on sait par exemple, je peux faire l'annonce en avant-première. Le samedi, elle sera sur scène avec Philippe Ariotti et Monsieur Kubota pour faire une petite conférence Dragon Ball. J'avoue. Tu connais Dragon Ball? J'aime bien. Y aura-t-il des mangaka à Marseille? On va dire à Marseille, non. Il y aura des mangaka français peut-être à Marseille, mais pas japonais. Des mangaka japonais à Paris, on vient de parler de Ojo Sensei, pardon, Sumimasen. Et puis on en a parlé d'autres déjà par le passé, on en a plein sous le coude. Il y aura une belle brochette à Paris. C'est ça. Mais en attendant, à Marseille, il y a beaucoup de gens à rencontrer. Il y a un animateur de ouf. Chikashi Kubota, effectivement, qui sera sur place. Est-ce qu'il y aura la surface du salon? Est-ce que la surface du salon s'est agrandie depuis l'année dernière? Alors, si on parle de Sud, la surface reste la même, mais le remplissage est plus dense. Puisque, comme je disais, dans le hall 2 l'année dernière, il y avait 2 expos, plus la scène Ichigo, plus Sumire, etc. Là, il y aura 4 expos, des points de restauration, et à l'intérieur du hall 3, on a un peu plus tassé et on a rajouté une scène. Donc, c'est, on va dire, la même surface, mais plus remplie. Plus dense, ouais. La question suivante est très intéressante, je trouve, et j'aimerais bien avoir votre réponse. C'est Purple Yaken qui demande: est-ce que vous réfléchissez à mettre en place des actions écologiques, tri sélectif, upcycling des anciens décors, jeux écologiques en échange de yens, ce genre de choses, vraiment. Alors déjà, il est censé y avoir de quoi faire du tri sur le festival. Il y a déjà des poubelles prévues pour. C'est juste qu'il faut que les gens après jouent un peu le jeu. Et puis de manière générale, nous on réutilise énormément de choses. On essaye un maximum on a des panneaux, on a plein de choses qu'on réutilise. Facile, quoi. Le tri sélectif à Marseille, il y est depuis plus de 10 ans. Malheureusement, les poubelles, c'est juste du vrac. Donc on y a pensé. Maintenant, il faudrait que vous, les visiteurs, vous fassiez en sorte que ce soit utile. Parce que moi, je trouve ça vraiment dommage et grave pour l'environnement de voir ces poubelles où il y a marqué ici des bouteilles en plastique, ici machin, et que les gens ne regardent pas. Voilà. À Paris, ça a été mis en place cette année, mais j'ai pas trouvé ça extrêmement clair. Donc, on va travailler avec les gens du nettoyage pour que les poubelles, le tri sélectif sur Paris soit plus clair. Et le upcycling, je sais pas si tu te souviens, mais on a les bâches en fond, l'affichage, tout ça, on les réutilise. On a fait des sacs avec, on a fait des pochettes, on a fait pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est un domaine, l'événementiel, où ça mériterait d'être un petit peu plus écolo, clairement. Très éphémère. Par contre, on ne donnera pas de gêne aux gens parce qu'ils trient bien leurs déchets, quoi. C'est une responsabilité de chacun. Ouais. Alors, si le mec il reste pendant 4 jours à côté d'une poubelle pour faire le tri à la place des gens, je suis prêt à lui donner des gènes. Après, voilà, on n'est pas contre. On a essayé de discuter aussi avec l'agence du recyclage. On a pas mal de choses. Donc on est ouvert. S'il y a des idées qui pointent, on les prendra en compte. Après, on est dans un domaine de l'événementiel où effectivement il y a encore des pas. Les parcs en eux-mêmes font aussi beaucoup d'efforts pour se rendre plus sustainable. J'ai perdu le mot en français. Durable. Voilà. C'est des choses qui sont un peu longues parce que, on se rend pas compte, mais on est sur plusieurs centaines de tonnes de déchets à Paris. Et donc, du coup, c'est énormément de travail, de traitement, de tri, etc. Et donc, si à la base, les gens mélangent tout dans les poubelles, c'est pas les engins d'entretien qui feront le tri derrière, clairement. Donc,
Faut faire attention. Voilà. De façon globale, dans la vie de tous les jours, faire attention à Japan Expo, dans les salons, les festivals. Faut le faire également. On continue avec la question suivante. Est-ce que le manga français sera à l'honneur en 2023 à Japan Expo? Alors, on avait fait une année French Touch, mais D'une manière générale, les auteurs français sont toujours à l'honneur. il y en a beaucoup. Ouais. Ils mettent beaucoup leurs auteurs en avant, Voilà. aussi. Ils sont souvent là pour des dédicaces. Et si on parle de la création française en général, avec tous les stands de loisirs, tous les stands amateurs, il y a énormément de créateurs sur le festival, du plus débutant au plus confirmé, et on a toujours mis un point d'honneur à ce qu'ils soient bien mis en valeur. On va pas faire une French Touch à chaque fois, mais ils sont toujours là. Riwene qui demande: on peut rêver de Gosha Oyama en France cette année à Japan Expo Villepinte? Vu le thème de cette année, ce serait génial. C'est vrai que ça va dans le thème, effectivement, on peut pas le nier. Alors, il faut toujours rêver, il faut toujours avoir plein de rêves. Malheureusement, Occupé, il me semble. Voilà, il est ultra occupé et Shogakukan n'est pas prêt à le laisser partir quelque temps pour des vacances. Aujourd'hui, on n'a pas eu de discussion en ce sens-là, quoi. Rien du tout. Ok. Mais faut rêver, pourquoi pas un jour, voilà. on peut espérer. Mais c'est vrai qu'il est très occupé. Avec ou sans thème, on serait ravis de le recevoir. C'est sûr. Et je vois qu'on posait une question complémentaire sur les décors. Il faut savoir que, par exemple, les photocalls qu'on fait, par exemple, pour les cosplays, avec le mobilier, etc., c'est recyclé dans le sens où la bâche, on la récupère. Le mobilier, il est stocké toute l'année dans notre entrepôt. Et comme disait Thomas, en plus, on a plein de panneaux de signalétique, etc., qu'on a imprimés et qu'on réutilise depuis 10-15 ans, en fait. Ouais. Donc, on est, je pense, parmi les plus vertueux dans l'événementiel à ce niveau-là. En fait, ça nous fait tellement mal au cœur de savoir que j'ai pas acheté. Une fois, on jette beaucoup. Enfin, nous, ça nous plaît pas dans l'absolu. C'est-à-dire, au-delà même du principe écologique qui est bien sûr primordial. Nous, de base, ça nous a toujours paru incongru de fabriquer des beaux panneaux qui sont résistants et de se dire qu'après, il y a des choses, ça résiste pas. On a essayé, beaucoup, mais quand ça tient, ça tient. Autre question de Rabbit Skull Rex qui demande: malgré la difficulté de sortir des planches originales du Japon, est-ce que vous pensez pouvoir proposer à l'avenir plus d'expos avec des planches originales? Oui, on y travaille. On a trouvé des solutions, mais ça va pas se mettre en place du jour au lendemain non plus, donc il faut nous laisser un petit peu de temps. Mais c'est vrai que du coup, les planches originales, on l'a vu quand on a visité l'expo Togashi Puzzle, ça fait quand même un bel effet. Malgré tout, effectivement, c'est extrêmement compliqué de convaincre des Japonais de nous autoriser à les déplacer, etc. Mais on continue et chaque année, on s'en approche un petit peu. Et là, cette année, on a fait un grand pas quand même. Mais on peut pas vous en dire plus pour le moment. Ça sent bon cette histoire. Juste mystère. Mystère. Va falloir que vous enquêtiez. Hein, c'est pas ça. Écoutez, on a hâte d'en savoir plus. On espère très vite. Vous avez fait beaucoup de thèmes différents chaque année. Animé sans, French Touch, etc. Pensez-vous un jour refaire un thème déjà fait auparavant? Est-ce qu'un thème pourrait revenir un jour? Alors, animé 100, vu que c'était pour les 100 ans de l'animation, on va pas faire les 105, les 110, les 115. Les 200. Les 200, ouais. Alors, pas de problème. Mais alors, j'attends de te voir à la émission de Twitch avant. Hein. Ça va être beau. Donc, il y a des thèmes qu'on peut faire revenir. On en parlait d'ailleurs, parce que effectivement, la French Touch, elle a beaucoup évolué. Pourquoi pas? Mais, Après, l'objectif de thématiser, c'est aussi de créer une excuse pour se renouveler dans les sujets qu'on aborde. Donc, si on y revient trop souvent, ça aura plus de sens de faire des thématiques. Après, comme pour French Touch, il y a aussi plein de choses où on pose une thématique. Ça ne veut pas dire que les choses disparaissent. Bon, pour les JO, on voulait faire une thématique sport. On voulait faire une thématique sport pour les JO. Et du coup, ça n'empêche pas de continuer à avoir du sport, même s'il n'y a plus de JO à Tokyo, quoi. Donc, c'est plus des points de focus ou des idées qu'on se fait comme ça, des choses qu'on a envie de mettre en valeur. D'accord, ok. Je vois d'autres questions, mais qui sont très précises, et je ne sais pas si on aura des réponses très intéressantes, hein. Comme est-ce qu'il y aurait un partenariat avec la chaîne Game One
à Japan On Expo. discute avec eux tous les ans. Hein. Oui, Je pense que oui, on a Mais pas- après, faut qu'on arrive à se mettre d'accord. C'est plus une affaire entre Japan Expo et Game One. Il n'y a pas de souci en soi. Tibidino sera de sortie à Marseille, oui, tout Oui. comme il l'était à Orléans, parce que si vous l'avez pas vu, c'est pas qu'il n'était pas là, c'est juste vous l'avez loupé. Il était là à Orléans, Tibidino. C'est ça. Possible que Kindaichi soit à l'honneur pour le thème détective. Alors, c'est pas la série la plus connue, c'est une Effectivement. Il y a que j'aime une beaucoup moi. série live action là, qui est sortie récemment. Ok, quelques- moi j'aimais beaucoup l'animé, j'aimais bien le manga aussi. Bon, j'espère je pense qu'elle y sera dans l'expo, mais je pense pas qu'il sera à l'honneur pour le coup. Bien sûr. Y aura-t-il la voix française de Naruto? Pas un jour, on espère. C'est pas prévu pour l'instant. Voilà. Les tablettes. Et si c'est le cas, ce sera annoncé dans une émission prochaine, ne vous inquiétez pas. Qui arrive à Imipiamu, oui, on la réinvite régulièrement. Faut qu'elle soit dispo, faut qu'elle ait envie. La difficulté, c'est que là, elle sera en France, dans mes souvenirs, genre au mois d'avril, mai. Ouais. Donc du coup, la réavoir en juillet, c'est chaud. Et l'avoir en mars, en février, c'est chaud aussi. Est-ce qu'on peut répéter peut-être le thème des 4 expos pour Japan Expo, du coup Paris Sud. Sud, il y a 4 expos, oui, excuse-moi. Ouais. Donc il y a la balade au Japon, il y a une expo sur Tsukasa Ojo, les 50 ans de Blackjack, et Tsukasa Ojo, c'est déjà à Sud, la première. il y a un preview. On est en train de... J'espère qu'on va avoir le feu vert parce que à 4 semaines, c'est toujours pas validé par nos amis de Coamix, donc on touche du bois. Mais voilà, et la 4e, du coup, je l'ai perdue. Blackjack, tu l'as dit? J'ai dit Blackjack, la balade au Japon, Ojo et j'ai perdu. Fuji. Ah, mais oui, Monsieur Kaïda, le peintre des kaijus qui sera présent là-bas via son exposition. Oui. Très bien. On a ses tableaux. Pas le monsieur. Mais il les a signés à Paris et du coup, on a des tableaux signés, nous. Très bien. Il reste dans l'exposition. C'est vrai que tu l'as un petit peu teasé, Thomas, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une thématique sport pour les JO de Paris 2024? C'était intéressant d'avoir une thématique sport pour les JO à Tokyo, puisque ça connecte notre festival à quelque chose qui se passe au Japon. Du coup, on l'a fait. Voilà, donc on fera autre chose. D'accord, ok. Mais c'est pas encore choisi. Est-ce qu'il est très compliqué de faire revenir un mangaka qui est déjà venu à Japan Expo? Ça arrive régulièrement, Voilà, ils aiment bien. Oui. C'est pour ça que il n'y a pas de. Ojo était déjà venu. Ojo est déjà venu. Il est venu plusieurs fois. On a gagné plusieurs fois. J'ai perdu son nom, Fairy Tail. Ouais, c'est ça. Majima. Parce qu'il est venu une fois, il a dit oh, je veux revenir. Il a fait la Rockstar sur le festival, c'était magique. On en a parlé, mais Monsieur Akamatsu, il a l'air de vouloir revenir. Donc voilà. Donc c'est pas impossible. Après, les mangakas sont souvent des gens assez timides, donc et occupés. Donc il faut qu'ils puissent se libérer et qu'ils aient envie de refaire une expérience publique. C'est pas toujours gagné. Ok, très bien. On va vous faire gagner, grâce aux éditions Kana, ce soir, 3 exemplaires du tome 1 de Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiac, Time Odyssey. Pour ça, c'est simple. Il va falloir taper dans le chat Kana, K-A-N-A. Vous avez quelques minutes, le temps des annonces, pour participer. C'est 3 gagnants, 3 tomes 1 à gagner. Il faut que je tape Kana. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas. On peut conclure sur une dernière question sur le tokusatsu, je voulais répondre parce que sur le tokusatsu, avant la pandémie, on a donc eu pour les 20 ans de Japan Expo le cast des 5 Bioman plus le cascadeur, Monsieur Obori. Et du coup, en 2020, si on avait eu lieu, on continuait sur les tokusatsu. Malheureusement, la pandémie a mis un petit coup d'arrêt à tout ça, mais on a vu qu'il y avait un petit groupe, mais qu'on avait un petit groupe. Donc c'est bien de savoir ça. Maintenant, effectivement, quand on a relancé, etc., c'était difficile de les déplacer et c'était pas forcément une priorité, mais c'est dans notre cœur. Voilà, exactement. Ça revient bien. Très très bien. On va pouvoir du coup continuer et terminer cette émission avec les annonces de la semaine. C'est parti, jingle. Je sais, c'est le moment que vous attendez tous, c'est les annonces de En Route pour Japan Expo. On va vous annoncer tous les invités à venir pour Japan Expo et Japan Expo Sud notamment, qui arrivent incessamment sous peu, on rappelle, à partir du 24 février prochain. On pourra retrouver qui ça?
Eh bien, un nouveau chanteur, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Takuya Sugimoto. Donc, Il vient de faire il vient de se lancer chez Warner Music Japan avec un titre qui est Onigiri et dont la sortie est prévue le 8 mars. Et c'est le leader du groupe de J-pop Black Iris. Il est auteur-compositeur, il aime bien créer, évoluer dans un univers pop aux influences multiples. il sera tous les jours sur Japan Expo Sud, hein, du coup, et il sera en dédicace, concert, enfin showcase plus exactement. Voilà, venez l'encourager. Et il sera également en session photo sur le stand Pachi Pachi Project, dont on va reparler après. Exactement. Bah tout de suite même, j'ai envie de dire. Ah bon? Que c'est l'annonce suivante. Ah non, je crois qu'il y a un petit message vidéo. Voilà, un petit message Ah, il y vidéo a un petit message vidéo, excusez-moi. qu'on attendait avec délicatesse et discrétion, mais Très bien, bon, que bah, peut-être- On va le faire plus franc. Et le message vidéo. maintenant. 皆さんこんにちは、2月にフランスで行われるフランスのマルセイユで行われる、ジャパンエキスポに、出演させていただきます杉本拓也です。いやー僕自身も、初のフランスということでまだなかなかね実感が湧いておりませんが、間もなくねもう約1ヶ月後に、フランスに行くということで初の、海外遠征となりますし、僕のおにぎりね、今回シングルとしてリリースメジャーデビューしますけれども、それを全世界に轟かせに行きたいなと。そしてもう僕の歌だったり音楽をでね、ブラックアリスというグループ自体もこれ世界にね少しでも知っていただけるように、代表として頑張っていきますので、ぜひ応援しててください。よろしくお願いします。待っとってね。 Et voilà, c'était un petit message de Takuya Sugimoto qu'on a hâte de Il est rencontrer. très motivé, il va faire plein de choses sur le festival, alors suivez-le. Super. Et du coup, on parlait de Pachi Pachi Project, une association qui va promouvoir la musique japonaise sur le Japan Expo Sud, mais on n'espère pas que, et qui va proposer sur son stand de prendre en photo avec Sugimoto-san, évidemment, mais aussi plein d'autres choses, des ateliers, il y a un magazine à découvrir, et notamment, il y a un truc qui m'intrigue quand même, hein, sur tout ce qui va être fan letter. Voilà, vous pouvez écrire des lettres à vos artistes préférés ou vous inscrire à des sessions d'appel en visio avec une sélection d'artistes japonais. On n'en a pas la liste, hein, donc ça sert à rien de nous la demander tout de suite, dans le chat. Mais dès qu'on l'aura, on la partagera. Parce que c'est quand même assez fun si il y a un petit temps à passer comme ça en chat, en live, avec ces artistes. Et du coup, on a d'ailleurs prévu avec Sugimoto-san et Pachi Pachi Project de faire des flash mobs sur la scène Camo. Et je crois qu'on a une petite vidéo. Très bien, bah on la lance tout de suite, c'est parti. On vous la partagera et il faudra la prendre pour venir danser avec lui sur la scène Camo. Ouais, parce que le principe du flash mob, ça sera du coup de reproduire avec lui la chorégraphie de Onigiri, son tout dernier titre. Très très bien. On continue avec l'invité suivant, l'annonce suivante. C'est Secret Zero. Voilà. On reste dans la musique. Avec 4 musiciens qui sont venus d'univers musicaux très différents et qui ont un mélange unique de rock et de métal moderne et pop pour dans des reprises de génériques de dessins animés. C'est ça, donc c'est un groupe Un groupe français. En tout cas européen, d'ailleurs, ils sont peut-être suisses ou belges, je ne sais pas. Mais un showcase, ils font du karaoké en live. C'est ça. C'est quand même bravo. Et des dédicaces pour les fans. Et dédicaces. Un grand moment. Très bien retrouvé sur Japan Expo Sud. On continue avec le chef Takano. Il vient du Japon. Avec sa femme. Et il va vous faire découvrir les soba. Voilà. Parce que c'est les soba? C'est des nouilles. C'est des nouilles, mais qui ont une particularité. Les soba, c'est les épaisses. Non, ça c'est le udon. Ça c'est le udon, ça. Voilà. Les soba, c'est des nouilles au sarrasin. D'accord.
Voilà. Et du coup, les soba que Thomas aime froides, Ouais, moi, Zaru j'adore soba, c'est des espèces de spaghettis presque, on pourrait dire. Ouais, Mais ça a vraiment un un goût particulier et ça fait vraiment partie de la cuisine traditionnelle japonaise pour moi, quoi. Et lui, il les fait lui-même dans son restaurant. Et il vient pour faire des démonstrations sur scène, en conférence, pour montrer, expliquer comment on fabrique des soba, mais aussi vous proposer de participer à une session d'initiation pour fabriquer vos propres soba. D'accord, ok. Très bien, donc on va le retrouver aussi. Chef Takano. C'est Chef Takano. L'invité suivant, il s'agit de Judaichi. Judaichi. Donc, qui sera là pour évidemment partager sa passion pour la langue japonaise, puisque lui, son créneau, c'est l'apprentissage du japonais à travers les animés. Donc, on le retrouve sur YouTube et sur Twitch. Il sera là les 4 jours? Non, les 3 jours, pardon. Il sera là jeudi aussi, mais il n'y a personne à part moi. T'as une session privée? Oui, c'est ça. Ouh. Spécial Judaichi. Voilà. Il faut le retrouver tous les jours. Sur l'espace tremplin web Ouais. de Japan D'accord. Expo Sud. Très bien. On continue avec Pandora Crew. Ouais. Un crew de danse K-pop qui a été créé il y a 4 ans et qui vient faire des choses sur scène, qui présente une activité musicale autour de la K-pop. Et ils animeront des scènes ouvertes sur Camo. Donc ils vous inviteront à venir danser avec eux et démontrer votre talent de danseur ou de danseuse. Voilà, alors sur Kamo, ça sera partagé, puis sur Ichigo et Sakura, on les verra pour des shows. À eux. D'accord, ok. On continue. On continue avec, la ligue, non, le plus difficile. Ah ouais. La Ligue française, non, pardon, la Ligue Aikido, Français. Fédération française d'Aikido, Aikibudo et associés. Donc Voilà, FFAHA, voilà. PACA, puisqu'on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Voilà, et on aura le plaisir de découvrir avec eux la pratique de l'aïkido. Voilà. Sur les espaces Budo, alors à voir sur le planning, mais généralement il y a plusieurs démonstrations et plusieurs initiations par jour dans chaque discipline. Très très bien. On continue avec Takeda Budo Takeda. France. Takeda. Voilà, c'est une école d'arts martiaux qui se regroupe sous une seule discipline, le Sobudo. C'est une formation complète de l'apprentissage des armes aux approches de combat à main nue, en démonstration et en initiation, de la même manière sur les espaces Budo, en faisant attention, parce que les approches de combat à main nue, c'est très difficile. Voilà, et les espaces Budo, en fait, c'est des espaces de tatami où vous pouvez venir voir les démonstrations, monter sur les tatamis pour tester. Donc c'est vraiment des espaces de partage. Et qui je sont rigolais, continus, c'est quoi. hyper gentil, Ouais. les mecs qui sont là pour faire découvrir, donc ils sont très très accueillants et ils adorent partager en fait leur connaissance passion, martiale. Alors par contre, plus dangereux, les sabres laser. Voilà, parce Voilà. que là, bon, Donc ça, un petit coup et plus de bras. Hein. Donc mais ça totalise automatiquement. on a la chance d'avoir l'association ASSL Provence, donc une académie qui enseigne les techniques de combat et la pratique du sabre laser. Et du coup, il y a des initiations, des vraies initiations. Là, on peut y aller. Et on apprend à virevolter, Donc à faire voler son sabre. ils auront leur propre stand où ils vous accueilleront pour initiation et démonstration. Très très bien. Ensuite, une petite excursion du côté Amazing de Japan Expo, puisqu'on va avoir une exposition autour de BTS, le fameux groupe coréen. Avec un photocall, un espace de VR pour jouer aux jeux vidéo de rythme Beat Saber. Il y aura des goodies et des dioramas. Donc c'est une expo pour tous les fans de K-pop, il faut aller la voir absolument. Et qui est présentée par l'association Build the Sareng. Voilà. Et parce que je ne l'avais pas remarqué, si vous faites attention aux initiales de l'association, ça rappelle BTS. Voilà, Oui. tout simplement. On continue avec l'association France-Japon Connexion. Tout à fait. C'est une association qui promeut la culture japonaise à Marseille avec des cours de japonais, des ateliers d'origami, de furoshiki. Il y a à Japan Expo Sud des rencontres sur leur stand. Avec Origami, l'association, des furoshiki, kitsuke. Qu'est-ce que c'est le kitsuke? quiz. Toi qui sais tout. Ah Je bah sais non. pas. On vous en dira plus la Bravo. prochaine fois.
Et pour ceux qui auraient raté la démonstration de cuisine du chef Takano, pas de panique, vous pourrez participer à des ateliers de cuisine avec le chef et sa femme sur le stand. Voilà, mais il faut faire attention parce que c'est des ateliers pour 10 personnes. Donc ils sont il faut se préinscrire absolument sur le Facebook de l'association et on devrait vous partager le lien dans le chat si ça vous intéresse. Honnêtement, faire du soba, c'est facile et c'est hyper bon à la maison, ça vaut le coup. Alors c'est plus à faire le week-end parce que c'est facile, c'est un peu long, mais c'est très bon. Ok, très bien. On continue avec Alors, Keami. je ne sais pas si on dit Keami ou Kaami Origami, donc, qui est une association présente depuis 2011. À Japan Expo Sud. C'est une association culturelle qui propose des ateliers d'origami et qui accueille les enfants à partir de 6 ans jusqu'aux adultes. L'origami, c'est un des musts de Japan Expo. L'art du pliage. L'art du pliage, sans découpe. Sans découpe, oui, parce que ça, c'est le Kamikili. Kilikami. Ou Kilikami. Kilikami. Enfin, Kilikami. dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, donc on en a depuis l'origine des temps à Japan Expo et c'est quelque chose qui est assez fascinant. Et c'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec un peu d'entraînement et un bout de papier. Bon, on voyait sur les visuels, il y a des trucs vraiment sympas à faire. Et ils proposent des ateliers d'environ 20 minutes pour apprendre l'art du pliage. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur leur stand. Et pour conclure, nous avons le dernier invité. Message de la forêt. C'est pas vraiment un invité, c'est plus un espace d'animation puisque c'est une... Je sais pas si c'est une association d'ailleurs, mais ils ont pour but de faire connaître la technique du kokedama. Donc on voit là, c'est le kokedama, c'est la boule de mousse sur laquelle on fait pousser une plante. Et on fait des très jolis dioramas et tout ça. Alors vous en avez peut-être vu déjà vendus dans des boules en verre et autres, mais là c'est vraiment la base avec justement ces boules de mousse, puisque le kokedama ça veut dire boule de mousse en japonais. Voilà. Et ce sont des vraies initiations, vous pourrez apprendre à les faire. Et bien sur ce, je pense qu'on arrive sur la fin des annonces, encore une fois. Beaucoup d'annonces, et c'est pas encore terminé parce qu'il reste encore un peu de temps avant Japan Expo Sud. À mon avis, il y aura de quoi encore. On a encore quelques invités sous le coude, et on a encore des animations à présenter, et puis le programme va se dévoiler petit à petit en termes de jours et d'heures. Et c'est important, on rappelle, mais allez checker sur le site, allez checker sur l'application mobile qui est ouverte ou pas, enfin qui est valide en ce moment. L'application mobile est on. Elle marche. Donc voilà, pour ne rien louper aussi de la programmation. De toute façon, on vous fera une spéciale programmation avant le salon. Ne vous inquiétez pas. On est là pour ça. On va faire le tirage au sort pour les gagnants. On rappelle, on remercie les éditions Kana qui vous font gagner du coup 3 exemplaires du tome 1 de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, Time Odyssey. Et les 3 gagnants, alors si on peut me mettre les gagnants un peu plus sur l'écran parce que je ne les vois pas bien, je crois qu'il y avait Trollpat 31, quelque chose comme ça. Voilà, c'est bon. Dolin Doriel et Zach Leroy. Donc Trollpat 31, Dolin Doriel et Zach Leroy. Bravo. Vous envoyez un petit message sur Twitch, un message privé, et on se chargera de vous envoyer ça. On remercie encore une fois l'édition Kana. Merci Kana. Ils vous font ce petit cadeau. Et comme l'a remarqué ZB Game, non, il n'y a pas d'annonce Japan Expo Paris parce qu'on avait déjà plein de choses sur Japan Expo Sud à dire. On a le temps pour Japan Expo Paris, on a encore un peu de temps. Ouais, on a le temps d'égrener plein de choses. C'est ça. Là, c'est Japan Expo Sud qui arrive. Hein. On rappelle, du 24 au 26 février, si je ne dis pas de bêtises, prochain, à Marseille. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, c'était un plaisir de discuter de tout ça avec vous. C'était super intéressant, je trouvais, les scènes, le fonctionnement, l'historique, tout ça, les questions que vous avez posées aussi, très pertinentes comme à chaque fois. C'est toujours un plaisir. N'oubliez pas de follow la chaîne Twitch, d'aller suivre la chaîne YouTube aussi pour ne pas louper les rediffusions. Si vous avez loupé aussi le début de l'émission, si vous voulez revoir des questions, des réponses, etc., etc. Nous, on se retrouve du coup lundi, alors pas le prochain, celui d'après, pour une prochaine émission, comme d'habitude. On sera le 6 février, je crois. Ouais. 6 février, ouais. Le 6 février prochain sur la chaîne Twitch pour ne rien louper. Un dernier mot, messieurs, avant de se quitter. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui.
Voilà, On espère que amusez-vous bien, Vous avez appris plein de choses sur les scènes. réservez vos tickets. Voilà. Ok. Non, mais ça fait plaisir de refaire. Ben là, ça fait 1 an qu'on refait des événements et c'est vrai que ça fait du bien de se dire que voilà, c'est reparti et qu'on va avoir le plaisir de retourner à Orléans. Ouh, À oui, Marseille. à Marseille d'abord. Et du coup, de faire notre 13e édition. 13e édition. 13e édition de Japan Ça Expo file, hein. Sud. Le temps passe vite. Donc ça file et voilà. Et donc on espère que toutes les bonnes choses qu'on prépare vont vous faire plaisir. On y met plein de choses et on espère que ça vous plaira. Là, vraiment, comme disait Jean-François, ça va être très dense. Il va y avoir beaucoup d'animations, beaucoup de stands, beaucoup de choses sur scène. Donc ça va aller à toute vitesse. Je pense que ceux qui arriveront le matin, ils se diront, tiens, mince, pourquoi on nous dit que ça ferme? On vient d'arriver. Effectivement. Merci, messieurs, Merci. pour yes. cette superbe soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt. À très ciao. bientôt. Bye bye.